je vais faire exactement comme j'ai procédé dans mon bouquin, c'est-à-dire que je procède de façon chronologique en fonction de l'apparition des mobilisations pour arracher les droits. Donc je chope un droit une fois, enfin l'histoire des luttes pour un droit quand elle apparaît, et je le tiens un peu jusqu'à la fin, et après je recommence pour les droits qui continuent. Alors, donc je vais commencer par ce qu'on appelle les droits naturels. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les droits naturels? C'est les droits qui ont été pensés par les philosophes des Lumières et qui ensuite ont été formulés, alors dans ce qui nous concerne, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais avant nous, dans la Déclaration des droits anglaise de 1688 et dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique de 1776. C'est ce qu'on appelle les droits naturels. C'est la liberté, la sûreté, qui n'est pas la sécurité, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, la résistance à l'oppression et la propriété. C'est comme ça que sont formulés les droits naturels. Alors, il y a toute une histoire de comment on s'est mis à penser ces droits, mais là, je n'ai pas le temps de rentrer dedans. En tout cas, voilà, retenez que donc, c'est ça. Et ça commençait plutôt pas trop mal pour les femmes, parce que ces droits naturels, et c'est pour ça que ça s'appelle naturel, ils sont pensés comme inhérents à la nature humaine. Donc, ils sont censés s'appliquer aux hommes et aux femmes de façon équivalente, puisque ça dépend de la nature humaine. Bon, c'est pas si simple, puisque dans la pratique, par exemple, ils n'ont été appliqués, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou en France, pas aux esclaves, puisque ces trois déclarations vont toutes les trois formuler que les hommes naissent libres et égaux en droit, mais aucun de ces trois espaces ne va reconnaître la liberté des esclaves et va maintenir l'esclavage. Donc voilà, on voit bien que dès le début, il y a des exclus. Mais sur les femmes, a priori, c'est reconnu. Et là, on voit par exemple que pour les révolutionnaires, droit naturel, ça veut dire ça s'applique aux femmes. C'est à l'occasion d'un débat qui est un peu plus tardif, 1791. C'est un débat entre Robespierre et Le Chapelier. On va retrouver Le Chapelier, vous allez voir plus tard. Robespierre, c'est plutôt un démocrate. Le Chapelier, c'est un libéral. Et l'enjeu, c'est le droit de pétition. Le droit de pétition, à cette époque-là, c'est le droit d'écrire à la représentation nationale pour réclamer quelque chose. Et Robespierre dit, ça doit être un droit naturel. Et Le Chapelier dit, non, ça doit être un droit politique. Robespierre gagne. C'est une des rares fois où il gagne, parce qu'en fait, au début, il ne gagne pas, Robespierre. La révolution, elle est libérale au départ. Et comme ça a été reconnu comme un droit naturel, le droit de pétitionner, les femmes ont eu le droit de pétitionner. Alors que, on le verra plus tard, les droits politiques, elles en auront pratiquement pas. Donc, les droits naturels, liberté, sûreté, résistance à l'oppression et propriété, qui n'est pas un droit créance qui fait que tout le monde a le droit à la propriété, qui est un droit de protection des propriétaires, ce n'est pas la même chose, c'est appliqué aux femmes. Là, il n'y a pas de problème en 1789. Il y a juste un droit qui est pourtant un droit naturel, qui est formulé dans les déclarations anglaises, américaines, françaises, qui est un droit vraiment même très présent à ce moment-là et qui ne va pas être appliqué aux femmes, c'est le droit de porter des armes. Alors vous, ça vous paraît peut-être bizarre que le droit d'armement soit un droit naturel, parce que chez nous, ça n'existe plus en France. Ça existe toujours aux États-Unis. Mais ça existe aux États-Unis, il y a eu une réinterprétation individualiste du droit d'armement, mais en France, ça a disparu. Mais ce droit à l'armement, qui en fait, à la fin du XVIIIe siècle, ce n'est pas le droit pour chacun d'avoir une arme, mais c'est le fait qu'il faut former des milices citoyennes, qui soient vraiment citoyennes, qui soit, c'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut créer une force publique qui soit pour l'intérêt de tous et pas pour l'intérêt de particuliers. Il est présent des deux côtés de l'Atlantique et des deux côtés de la Manche. Or, donc en France, ça conduit à la naissance de ce qu'on appelle la garde nationale. Or, dès le début, il n'est pas question que les femmes elles rentrent dans la garde nationale. Ça, c'est absolument exclu. Alors que les femmes ont réclamé à corps et à cri, dès la Révolution française, ce droit naturel d'armement. On peut penser, alors vous la connaissez peut-être sous le nom de Théroigne de Méricourt, mais en fait il ne faut pas l'appeler Théroigne de Méricourt, il faut l'appeler Anne-Joseph Théroigne, parce que Théroigne de Méricourt, c'est ses adversaires qui l'appelaient comme ça. Donc Anne-Joseph Théroigne,
qui est une révolutionnaire, qui avait un pistolet à la ceinture, qui se baladait avec un sabre et qui disait « Armons-nous aux femmes, armons-nous femmes, nous en avons le droit, au nom de la nature et au nom de la loi ». On peut penser à des femmes qui ont déposé une fameuse pétition en mars 92 derrière Claire Lacombe et Pauline Léon et qui réclament le droit de s'armer. On peut penser à la socialiste André Léo, de son vrai nom Léodile Bérat, qui appelait à inscrire les femmes volontaires dans le service armé pendant la Commune où Louise Michel s'habillait en garde nationale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très présent au XIXe siècle. Alors qu'on a oublié, pourtant donc Dominique Godino, elle a bossé sur les femmes sous la Révolution française, elle montre que les femmes de la Révolution française ont beaucoup plus demandé le droit des armes que le droit de vote, parce que la citoyenneté était plus intensément vécue un fusil à la main qu'un bulletin dans l'urne, beaucoup plus à ces époques-là. Mais c'est un peu oublié, donc sauf aux États-Unis où il est resté, il est même devenu quasi un trait distinctif de l'identité américaine. Et même si maintenant on peut avoir tendance, et à juste titre, de l'associer aux tendances les plus réactionnaires des États-Unis, il ne faut jamais oublier que les Black Panthers se sont appuyés sur le droit d'armement pour s'armer contre les racistes et contre la police. Donc c'est un droit intéressant en fait, ce droit aux armes. Bon. Reconnaissons donc que voilà, les femmes ne sont pas concernées par ce droit naturel, mais elles sont plutôt concernées par les autres. Alors, résultat, on peut se demander, mais que cherchait Olympe de Gouges quand, en 1791, en septembre 1791, elle rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc, vous devez savoir que c'est un pastiche de la Déclaration de 1789, elle le met au féminin. Où elle change les articles en les mettant au féminin. Pourquoi est-ce qu'elle l'écrit? Puisque je viens de vous dire qu'à l'exception du droit des armes, les femmes ont les droits naturels. Et ce qui est complètement dingue, c'est que Olympe de Gouges, le seul et unique article qu'elle ne féminise pas, c'est l'article 12. Parce qu'elle est complètement à rebours des autres femmes de la Révolution française, elle ne réclame pas des armes. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? En fait, elle veut les droits politiques. C'est Olympe de Gouges. Bonjour Olympe, je suis contente que tu m'écoutes. Alors, elle ne cite jamais le droit de vote dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais c'est bien de ça dont il est question. On s'en rend compte quand je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on le voit. En effet, si les droits naturels sont inhérents à la nature humaine et donc s'appliquent aux hommes et aux femmes, les droits politiques ont toujours été reconnus avec parcimonie, même entre les hommes. Il ne faut pas oublier qu'au début de la Révolution française, tous les hommes n'ont pas le droit de vote. N'ont le droit de vote que les hommes qui payent un certain niveau d'impôt. Je ne rentre pas dans les détails, surtout que je n'ai pas compris, mais ils se sont pris la tête. En fait, il faut, pour voter, je le dis quand même parce que ça me fait quand même marrer, mais je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont décidé que pour voter, il fallait payer un impôt égal à l'équivalent de 3 journées de travail moyenne dans le département. Vous imaginez le bordel des calculs? Vous ne pouvez pas donner une somme, quoi? Bon, bref. Bon, donc en gros, 60% des hommes en âge de voter avaient le droit de voter en 1704, de 89 à 92, mais 40% donc n'avaient pas le droit. Mais aucune femme n'avait le droit. Ça, par contre, les femmes ont été exclues. Et dans les colonies, les libres de couleur n'avaient pas le droit de vote non plus, même s'ils étaient libres. Donc il y a bien ce qu'on appelle une démocratie de l'épiderme. Il y avait un choix raciste d'écarter ceux qui étaient afro-descendants, puisque même libres, les libres de couleur, c'est les affranchis, mais la terminologie de l'époque, c'est ça, n'avaient pas le droit de vote en 1789. Donc les femmes et les libres de couleur aussi, je le raconte dans le bouquin, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, ont dû se battre pour obtenir le droit de vote, que celui-ci soit censitaire ou universel. Gouges, par exemple, demande le droit de vote, mais Gouges, elle était favorable au droit de vote censitaire, elle n'était pas favorable au droit de vote pour les classes populaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, jusqu'à la fin du XIXe siècle, cette lutte des femmes pour le droit de vote, et de quelques hommes qui l'ont soutenu, va être un combat, mais ce n'en est qu'un parmi les combats que mènent les femmes. Ce n'est pas du tout central, le droit de vote, que ce soit dans les luttes des révolutionnaires ou après, enfin de 89, 90 ou celles d'après,
Comme je vous l'ai dit, elle demande d'abord le droit des armes. Hein. C'est plus important pour elle. Mais il est présent, donc voyons un petit peu ce qu'elles essaient. Donc, il y a le texte d'Olympe de Gouges, on pourra aussi citer, avant d'ailleurs Olympe de Gouges, le texte de Condorcet, hein, de l'admission des femmes dans la cité, quelques mobilisations. Après, ça revient surtout en 1848, hein, puisque 1848, c'est le moment, révolution dite de février 48, où est instauré le suffrage, donc appelé universel, mais qui ne concerne que les hommes, parce que toutes les monarchies avant, elles sont censitaires, hein. Et puis alors, elles sont graves censitaires, hein, parce que c'est 80... Pour la Restauration, 98% des hommes en âge de voter qui ne votent pas, donc voilà. Et pour la monarchie de Juillet, 90% des hommes en âge de voter qui ne votent pas. Donc c'est vrai que quand il y a 90% des hommes en âge de voter qui ne votent pas, les femmes en âge de voter, elles ne réclament pas tant que ça en fait. Hein. Mais quand 100% des hommes en âge de voter votent, là d'un seul coup, les meufs, elles disent et nous en fait. Donc, 1848, ça réveille la mobilisation. Jeanne de Rouen, qui est une ancienne lingère, devenue institutrice, qui était déjà présente dans la Révolution de 1830, qui revient en 1848, va énoncer ce qu'elle nomme, c'est la première à l'appeler comme ça, le suffrage universel masculin. Donc quand vous utilisez ce terme, ou quand on a ce terme dans les manuels scolaires, il vient de Jeanne de Rouen, mais comme d'habitude, on ne le lui attribue pas. Elle écrit, par exemple, « Dire aux femmes », vous n'êtes pas électeur, vous n'êtes pas éligible, c'est refuser d'établir l'égalité tout en la proclamant. C'est déshonorer une victoire, donc celle de la Révolution de 48, pour le bien de tous, c'est être aristocrate. Donc elle et d'autres vont essayer. Cela dit, à nouveau, ce n'est pas leur première revendication, parce que ces femmes essaient surtout de se battre pour ce qu'on appelle le Code Napoléon, le Code civil. 1801, Napoléon fait instaurer par Portalis le Code civil qui fait de toutes les femmes mariées des mineurs. Elles n'ont pas plus le droit que des gamins de 10 ans. Donc vraiment, l'importance pour les femmes, c'est de se débarrasser de ce Code civil. Donc c'est leur premier combat. Mais elles se battent, par exemple... alors elles vont proposer la candidature de George Sand. George Sand va refuser d'être candidate, mais après... de Rouen, la fameuse de Rouen, va être candidate en 1849. La lutte pour le droit de vote, elle va devenir première et primordiale dans les années 1870, surtout vers la fin, dans un contexte international qui fait monter les revendications pour le droit de vote des femmes, et sous l'impulsion en France d'une femme qui s'appelle Hubertine Auclert. J'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait une émission de France Culture pile poil sur Hubertine Auclert. Donc, ça tombe bien. Pour Hubertine Auclert, le droit de vote, c'est la clé de voûte qui ouvrira tous les autres droits. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'une clé de voûte n'ouvre pas des droits. Donc, c'est bizarre. J'ai dû me tromper dans la citation. Ça doit être la clé de voûte et puis j'ai dû rajouter qui ouvrira la porte. Mais en fait, voilà, c'est les deux. Ça soutiendra tous les droits. Voilà, c'est mieux. Donc, va naître en France un mouvement suffragiste. Alors, le mouvement suffragiste en France, à la différence de l'Angleterre, est beaucoup plus légal et beaucoup plus pacifique. Les Anglaises, du moins derrière les Pankhurst, qui sont qu'une partie des suffragettes anglaises, étaient beaucoup plus radicales, avaient des répertoires d'action. Ce qu'on appelle les répertoires d'action, c'est les moyens utilisés pour revendiquer quelque chose, beaucoup plus musclés, on va dire. Il y avait, par exemple, je ne sais pas si vous savez, des jiu-jitsu suffragettes, c'est-à-dire que les suffragettes s'entraînaient à des arts martiaux pour pouvoir se battre avec les flics et lutter contre les flics qui attaquaient les manifs suffragistes. Bon, elles étaient arrêtées, nourries de force, elles ont fait plusieurs fois, elles ont cassé toutes les vitres de la rue qui allait jusqu'au Parlement, elles ont posé des bombes. Bon, France, non. France, c'est beaucoup, beaucoup plus calme. Au max, il y a un carreau cassé et une urne renversée en 1908. C'est tout. Pour le reste, c'est moins spectaculaire. C'en est pas moins tenace et inventif. Il y a 60 ans de lutte, quand même, des femmes et des suffragistes pour le droit de vote.
Et avec, donc, c'est des générations de femmes qui sont succédées, avec plein de journaux créés. Le premier, c'est La Citoyenne d'Hubertine Auclair, il y en a eu d'autres. Moult livres et brochures, énormément de pétitions, puisqu'elles ont le droit. Beaucoup d'innovations dans les affiches, dans les tracts, les cartes postales, les papillons. Enfin, vraiment, les papillons, c'est des petits trucs qu'on collait. Maintenant, on appelle ça des stickers, mais à l'époque, c'est des papillons. Bref, plein de choses. Elles ont organisé des référendums, elles se sont présentées à des élections. En 1910, elles sont 20 à se présenter à des élections. Il y en a une qui va même en 1913 se présenter aux élections présidentielles, ce qui fait que ce n'est pas Arlette Laguiller, la première candidate aux élections présidentielles, c'est Marie de Nizard. Voilà, là aussi il y a un podcast et en plus c'est mon étudiante en master qui l'a fait et je suis hyper fière de son travail. Elle a fait un travail magnifique et le podcast est génial. Découvrez Marie de Nizard, c'est une vie horrible hein, parce que la meuf elle s'est battue toute sa vie pour le droit de vote et puis elle a été enfermée en hôpital psychiatrique comme pas mal de femmes. Elle a donc terminé les 30 dernières années de sa vie en hôpital psychiatrique et quand les femmes ont voté en 1945, elle ne pouvait pas voter parce qu'elle était à l'hôpital psychiatrique. Ce alors que, comme le montre Priscilla da Silva, il n'y a pas du tout, elle devait pas, il n'y a pas de grosse pathologie qui expliquait son enfermement dans cet hôpital. Bref. Alors il y en a une autre, je n'ai pas trop le temps de détailler. Quelle heure il est? Ouais, non, je vais aller vite. Il y en a une qui est complètement dingue. Enfin, j'adore tout ce qu'elle fait, même si c'est une femme de droite, mais au moins sur les côtés suffragistes, elle était plutôt sympa. Louise Weiss, alors elle a tout fait. Elle a lâché des ballons. Elle a offert des chaussettes aux sénateurs en disant vous savez, si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront reprisées quand même. Enfin, elle jouait sur l'ironie beaucoup. Elle était extrêmement. Elle avait conscience de ça. C'était une bonne communicante, on va dire. Bref, il a fallu donc attendre la guerre, le vote de l'Assemblée d'Alger, le fameux amendement Grenier, qui est voté avec une alliance entre, un peu marrante, mais qui a fonctionné entre les démocrates chrétiens et les communistes, pour que le droit de vote passe enfin. Alors si ça vous intéresse, après on pourra revenir sur le droit de vote, pourquoi on l'a refusé. Le fait que la France ait refusé beaucoup plus longtemps le droit de vote que les autres pays, souvent on me demande, c'est pas parce que la France est un pays catholique, c'est l'inverse, c'est parce que la France est un pays anticlérical. C'est-à-dire que c'est parce que les femmes étaient de fait beaucoup plus pratiquantes et croyantes que les hommes et que la République était laïque, que de peur, c'était aussi un prétexte, hein, mais l'argument qui était utilisé, notamment par le Parti radical, donc la gauche, c'est ça qui est compliqué hein, dans notre histoire, pour exclure les femmes du droit de vote, c'est que si elles votaient, elles voteraient comme le curé, parce que c'est bien connu, on est tellement influençable, hein, vous savez, et que par conséquent, ça menacerait la République laïque. Donc c'est l'anticléricalisme qui a été au service d'un antiféminisme et d'un sexisme dans le cas de notre histoire politique. Bref, donc elles obtiennent le droit de vote. Alors, le suffrage, c'est bien, on est d'accord, c'est un instrument indispensable à la démocratie, mais ça ne suffit pas. Hein. On peut, d'ailleurs, la preuve, hein, les deux empires sont des régimes avec du suffrage universel masculin, c'est pas pour autant que c'est une démocratie. Donc ça suffit pas. Il faut qu'il y ait les conditions d'une vie politique libre, donc il faut la liberté de la presse, ça c'est un droit naturel, les femmes plus ou moins long, mais il faut aussi les libertés d'association. Et la question du droit d'association, elle est centrale dans l'histoire des femmes. Parce que pour que les féministes puissent se battre pour leurs droits, il faut qu'elles puissent s'associer. Ah ouais, mais là ça va devenir beaucoup plus compliqué. Alors, au début de la Révolution française, on a laissé les femmes, enfin, quand je dis on, c'est-à-dire les députés hein, des différentes assemblées ont accepté le droit d'association pour les femmes. Et d'ailleurs, il y a plein de clubs de femmes, on ne disait pas non mixtes à l'époque, mais de facto, c'était des clubs non mixtes, qui se sont créés au début de la Révolution. Et l'un des plus célèbres, c'est la Société des citoyennes républicaines et révolutionnaires, hein, qui se crée en 92. Et qui va se radicaliser dans ses revendications d'égalité de genre, mais se radicaliser aussi dans ses revendications démocratiques et sociales. En gros, c'est des hébertistes, hein, si vous connaissez un peu la période, c'est-à-dire qu'en gros, elles sont plus à gauche que les robespierristes. Hein, donc, voilà, c'est le NPA, quoi, oui.
Dans ce contexte de lutte entre les montagnards qui sont au pouvoir à l'automne 93, les robespierristes et les hébertistes, où ils commencent à en avoir marre d'être doublés sur leur gauche, ils vont attaquer la société des femmes citoyennes républicaines, mais ils vont en profiter pour se dire « Oh, mais ce serait vraiment trop dommage de jeter l'eau du bain sans le bébé ou le bébé sans l'eau du bain », donc ils jettent tout le monde. Et c'est le débat du décret Amar. Amar, c'est un montagnard, et qui, voulant arracher au début l'interdiction de cette société des citoyennes républicaines et révolutionnaires, va supprimer le droit d'association pour les femmes. Alors ça, c'est les travaux de Dominique Gonino qui montrent ça très bien. C'est intéressant pour les historiens et les historiennes parce que c'est la première fois dans une assemblée révolutionnaire que l'on pose la question des droits des femmes. Et que donc on comprend pourquoi, par quels arguments, ces hommes révolutionnaires ont exclu les femmes de leurs droits. Et une des raisons, ce qu'on appelle la théorie des sphères séparées, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la femme, sa place, c'est au foyer, l'homme, c'est dans l'espace public, et que donc il faut priver les femmes de droits publics parce que sinon elles vont sortir du foyer, et si elles sortent du foyer, c'est la chienlit, comme disait De Gaulle, avec la grande peur, première peur, c'est que les femmes se masculinisent si elles deviennent des femmes politiques. Donc cette peur de la masculinisation des femmes, mais la vraie peur, et on le voit dans les textes, là je n'ai pas le temps de vous le démontrer, mais c'est que les hommes se féminisent et en fait perdent de leur virilité s'ils partagent le politique avec les femmes. Mais c'est gros comme une maison dans les textes, c'en est vraiment caricatural, et les caricatures justement iconographiques sont encore plus nettes. Bon, bref, elles sont privées du droit d'association. Elles vont le reprendre, voilà, presque naturellement, au cœur de la Révolution de 1848, puisque là, personne pense à les empêcher, et donc direct, Jeanne de Rouen, toujours la même, je l'adore, alors j'en parle tout le temps, Jeanne de Rouen et d'autres, Génie Boyer, Désiré Gué, tout de suite recréent un club qui s'appelle la Voix des femmes en 1848, et direct, elles se réorganisent, et direct, elles se font attaquer, notamment par un caricaturiste au demeurant célèbre et pourtant plutôt chouette sur ses idées politiques, mais une espèce d'affreux sexiste horrible qui s'appelle Daumier, si vous le connaissez peut-être, et qui va multiplier les caricatures contre les femmes politiques. Avec, alors genre la femme elle part au club et le mari est tout seul comme un con avec le bébé dans les bras qui est en train de mourir de faim parce que forcément le mari ne peut pas nourrir un bébé. Un autre, c'est une femme qui fiche son mari à la porte en disant « c'est Jeanne de Rouen qui m'a dit que je pouvais me débarrasser de toi ». Enfin, que des images pour donner envie aux hommes de que surtout leurs femmes n'aillent pas au club. Bon. Au lendemain de la révolte de juin, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure sur cette révolte, une des premières mesures qui est prise, c'est d'interdire le droit d'association aux femmes. Fermeture de tous les clubs de femmes. Alors, comme elles sont persévérantes, elles recommencent sous la Commune. Plein de clubs de femmes sous la Commune, dont le club de Montmartre, mais il y en a beaucoup d'autres. Et en gros, sous la Troisième République, elles ont le droit d'association. Mais ça a été long, le droit d'association pour les femmes, c'est pas toujours évident. Par exemple, sous l'Empire, pour créer les premières associations pour les droits des femmes, il fallait un homme pour déposer l'association, donc ça va être Léon Richer ou Victor Hugo, mais les femmes ne pouvaient pas déposer d'association. Alors, pour le droit de manifester, elles l'ont eu comme les hommes, enfin c'est la même merde que pour les hommes, mais j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, donc là il n'y a pas trop de différence. Alors, la question des droits sociaux, ça va, vous tenez? Ok, top. La question des droits sociaux, il est quelle heure? C'est bon, j'ai encore un peu le temps. Elle est aussi hyper intéressante. Ce qu'on appelle les droits sociaux, dont tu as parlé tout à l'heure dans ton introduction, ce qu'on appelle aussi, on les appelle parfois aussi les droits créances, on les appelle parfois les droits dits de seconde génération. C'est des droits qui ne sont pas formulés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors on ne peut pas dire qu'ils aient été sciemment écartés, parce que la Déclaration de 89, en fait, elle est arrêtée à l'article 17, mais il devait y avoir un autre débat. Or, ce débat n'a pas eu lieu. Et c'est dans l'autre débat qu'il devait y avoir débat sur est-ce qu'on met ou pas les droits sociaux. Peut-être il les aurait mis, j'ai des doutes. Mais voilà, on ne peut pas, donc peut-être. Ces droits, c'est quoi? C'est le droit à l'assistance, le droit au travail et le droit à l'éducation. Donc les droits créances.
Dès les années 90, des voix s'élèvent sur leur absence au cœur de la Révolution française. Donc, je vous cite par exemple le duc de La Rochefoucauld, La Rochefoucauld-Liancourt, allez, on va tout lui mettre, à la Tribune en 1790, et qui disait « Aucun État n'a considéré les pauvres dans la Constitution. On a toujours pensé à faire la charité aux pauvres, mais jamais à valoir les droits de l'homme pauvre sur la société. » Et il concluait « La société doit pourvoir à la subsistance de tous les membres qui pourraient en manquer. » Donc pour lui, c'est un droit, mais c'est un droit de l'homme pauvre. Et c'est 2 ans plus tard que Robespierre va aller plus loin en disant « Nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. Quel est le premier objet de la société? C'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme. Quel est le premier de ces droits? Celui d'exister. » Et lui, il est passé du droit des pauvres au droit humain. Il formule le fait que les droits sociaux doivent être des droits humains. Et ça va rentrer, donc c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, parce qu'il y a la déclaration, celle qu'on connaît le plus, de 89, mais il y a celle de 93, qui est grave plus belle, enfin, sauf pour les femmes. Mais bon, passons, en tout cas pour les droits politiques, parce qu'ils ne l'ont pas donné non plus. Article 21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Article 22. L'instruction est un besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique en faisant des universités populaires, non, c'est pas dedans, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. Voilà, mais c'est vachement important les droits sociaux parce que autant vous dire que les libéraux que l'on a actuellement au pouvoir, c'est pas leur cam, hein, les droits sociaux. C'est vraiment, ils détestent les droits sociaux, c'est vrai. Là, c'est les démocrates sociaux qui le défendent. Alors, dans un premier temps, les hommes et les femmes sont également concernés. Preuve en est, pour ce qui est de l'instruction, que les projets scolaires de la Révolution française de 93 c'est une école pour les filles et les garçons, avec les mêmes programmes pour les filles et les garçons. Donc au début, c'est bien. Au début, ça fonctionne. Alors ces droits sociaux, ils ne vont pas durer longtemps parce qu'ils sont supprimés par le directoire. Plus de droits sociaux en 95, ils sont supprimés à partir de là. Au XIXe siècle, les libéraux vont maçonner pendant des décennies un discours bien charpenté contre les droits sociaux, qui est encore d'actualité, qui repose sur des images péjoratives et fausses de la pauvreté, considérant que les pauvres sont responsables de leur misère, ils font trop d'enfants, ils boivent, ils achètent des escrans plats, ça c'est le truc récent, hein, pas sous la Révolution française. Les aidés ne feraient d'eux que des assistés, on a ça dans les textes de 1795 comme de nos jours, ils profiteraient des aides publiques à mauvais escient et ils seraient oisifs. Donc là, de toute façon, tout se met en place hein, dans ces années-là et est toujours extrêmement présent, bien que l'inanité de ces discours ait été démontrée. Alors au XIXe siècle, de ces droits sociaux, il va rester 2 droits sociaux qui vont vraiment être réclamés, le droit au travail tout d'abord et le droit à l'instruction. Et dans les 2 cas, la question des femmes, donc qui nous concerne et vous aussi aujourd'hui, sont importants. Le droit au travail, il va être très demandé sous la monarchie de Juillet et il est au cœur de la Révolution de 1848. Quel est ton nom, Révolution de 1848 ? Demande Proudhon, qui répond à lui-même « Je m'appelle droit au travail ». Alors, citer Proudhon dans une conférence sur la question des femmes, autant vous dire que ce n'est pas la meilleure des références, vu le gros sexiste que c'est, mais il se trouve que là, elle colle bien, ma citation, donc je la mets. Alors, le droit au travail, il est proclamé dès le 25 février par Louis Blanc, c'est le premier décret de la déclaration de la Révolution. Le gouvernement provisoire de la République française s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail. Bon. Alors le problème, c'est que ce n'est pas Louis Blanc qui se charge de son application, c'est un libéral qui s'appelle Marie, ça va donner les ateliers nationaux, sur le papier, ça donne à bouffer aux ouvriers, mais en réalité, on est très loin du droit au travail. Mais passons. En ce qui nous concerne, quid des femmes ? Eh bien, le gouvernement, au départ, n'avait pas pensé à ouvrir des ateliers nationaux pour les ouvrières.
Alors, résultat, il y a Désirée Guay, je ne vous en ai pas parlé, mais elle est géniale aussi. C'est une lingère, c'est une fourriériste, c'est une socialiste. Elle écrit dans La Voix des femmes, elle est dans le club et tout. Et elle va protester en disant, mais le droit au travail, c'est pour les femmes aussi. Et ça marche. Dès le 10 avril, des ateliers nationaux sont ouverts pour les travailleuses. D'ailleurs, à la Cour des Fontaines, Désirée Guay préside un des ateliers de femmes. Alors bon, les ateliers nationaux sont fermés en juin 1848, ce qui va entraîner la révolte de juin 1848, qui va être écrasée dans le sang et qui aura pour conséquence, si vous m'avez suivi, la fermeture du droit d'association pour les femmes. Donc voilà, bon, là c'est foutu. Mais ça reviendra. L'autre droit hautement revendiqué tout au long du 19e siècle, qui nous concerne dans cette conférence, c'est le droit d'instruction pour les femmes. Parce que, pendant la Révolution, Napoléon, le droit d'instruction, ce n'est pas son problème. Il s'interroge qu'à l'instruction secondaire, dont tu as dit tout à fait justement que l'enseignement secondaire, c'est pour les élites à l'époque, hein, ce n'est pas du tout pour les classes populaires. Il s'en fout complètement des classes populaires, et par ailleurs, c'est un enseignement secondaire pour les garçons. Il n'est pas question d'enseigner... De toute façon, c'est un backlash terrible. Hein. Backlash, c'est retour de bâton. C'est quand après une avancée de droits des femmes, on retourne en arrière et l'empire, c'est une catastrophe pour les femmes. Ce qui fait qu'il valait mieux être n'importe quelle nationalité, femme de n'importe quelle nationalité, que française. Hein, au XIXe siècle, c'est vraiment une des situations juridiques les pires qui soient, hein, à cause de Napoléon. Alors, la monarchie de Juillet va se préoccuper de l'école du peuple, mais la loi Guizot, qui est la première loi importante sur l'école primaire, ne parle que des écoles de garçons. Donc, toujours rien pour les filles. Donc, au XIXe siècle, des femmes vont se battre pour le droit à l'instruction des filles, et même d'ailleurs à l'instruction pour les femmes adultes aussi. Et c'est un droit qu'elles vont obtenir plutôt avant les autres. C'est quelque chose qui va plutôt assez bien marcher. Louise Michel écrivait... Ah non, j'ai cité Proudhon, il faut que je fasse Louise Michel, on est d'accord. Louise Michel. Les filles, élevées dans la niaiserie, sont désarmées tout exprès pour être mieux trompées. C'est cela qu'on veut. C'est absolument comme si on vous jetait à l'eau après vous avoir défendu d'apprendre à nager, ou même lier les membres. Et donc, Louise Michel, institutrice, avait ouvert des écoles pour les filles. Donc, beaucoup de féministes vont ouvrir des écoles de petites filles ou des écoles du soir pour les femmes. Il y a vraiment beaucoup il y a plein de sociétés pour l'émancipation des femmes. Par exemple, la philosophe Clarisse Coignet, qui n'est pas très connue, parce qu'en général, on n'étudie pas trop les femmes, que ce soit en littérature ou en philo, alors que pourtant, elles font des trucs bien, je suis sûre. Hein. Bref, elle dit dans un de ses livres, « On refuse d'élever et d'instruire la femme comme on refuse de libérer l'esclave ». Donc, Pauline Kergomar, celle qui a créé les écoles maternelles, est aussi défendée en permanence. Elle dit « La femme a droit à savoir puisqu'elle a la faculté de comprendre. Elle a le droit à acquérir les connaissances et les talents qui lui permettront de conserver son autonomie et sa dignité. » Alors ça a été rude, ça a été difficile. La première bachelière de notre histoire, Julie Daubier, bachelière à 40 balais quand même, parle d'une guerre au couteau pour obtenir le droit d'instruction des femmes. Mais ça finit par porter ses fruits. La loi Fallou de 1850, qui a d'autres défauts, mais rend obligatoire l'ouverture d'une école primaire de filles dans les communes de plus de 800 habitants. C'est abaissé à 500 habitants en 67 par la loi Duruy. En gros, en 1975, il y avait pratiquement autant de filles scolarisées que de garçons. Donc, la loi Ferry n'a pas changé grand-chose pour ça. Hein. Donc, il y avait déjà des femmes, hein, les petites filles étaient déjà scolarisées. Alors ensuite, certaines se sont battues pour défoncer les portes qui restaient fermées, le secondaire, le baccalauréat, les études supérieures, les écoles normales. Donc, Julie Daubier, première bachelière. Ensuite, il y a un congrès international qui réclame en 1978 l'éducation pour les deux sexes. Et quand ils disent l'éducation, ils disent qu'il faut qu'elle soit intégrale. Ils voulaient dire toutes les matières, parce qu'on ne faisait pas les mêmes matières aux garçons et aux filles. La loi Camille-C, elle ouvre l'enseignement secondaire aux filles, mais sur des programmes différents.
Donc les femmes se sont battues pour avoir les mêmes programmes pour les hommes et les femmes, et notamment pour que les filles fassent de l'éducation sportive. Parce qu'on faisait de l'EPS pour les garçons, mais pas pour les filles. Et par exemple, Caroline Kaufmann, elle s'est beaucoup battue pour que les filles aient de l'EPS et pour que soit créée une école normale de profs d'EPS de filles. Donc on a commencé à créer des baccalauréats vraiment mixtes en tout premier, le premier, il est en 1919 et c'est en 24 que les programmes vont être les mêmes pour les garçons et pour les filles. Quant aux grandes écoles, alors les études supérieures, ça met du temps. Les dernières grandes écoles ont ouvert en 1970, aux femmes sont ouvertes en 1970, et une des dernières, c'est Polytechnique. Et la première année où le concours de Polytechnique est ouvert aux femmes, c'est une femme qui l'emporte, elle est major. Et je vous invite à taper sur votre Google, vous tapez « Première femme Polytechnique, Anne Choupinet, interview ». C'est terrible. La meuf, elle est première à Centrale, elle est première à Polytechnique, elle est seconde à Ulm Math, ou Sèvres Math. Elle est interrogée. Le mec, il lui dit « Mais vous êtes normale, vous êtes sûre ?» Et elle dit « Ben oui. » Il dit « Mais je sais pas, vous faites la bise aux garçons ?»« Oui. » Et puis et il lui dit « Mais vous n'avez pas peur qu'on vous prenne pour un monstre ?» Enfin, elle est terrible, cette interview, il faut vraiment la regarder. Moi, je la passe toujours à mes étudiants, étudiantes, ils tombent des nues en voyant cette interview. Bon, alors, pour info, les droits sociaux seront à nouveau réclamés et reconnus au XXe siècle. Le premier pays qui les constitutionnalise, c'est pour toi Delphine, c'est le Mexique. Yes, 1917. Puis en Allemagne, puis en Irlande, puis dans la Russie bolchevique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a des gens de la LDH ici. Eh bien, la LDH, en 1936, a rédigé un complément à la Déclaration des droits de l'homme, qui est un texte magnifique. Je ne comprends pas du tout pourquoi la LDH ne met pas ce texte plus en avant, parce qu'il est sublime, qui réclame, je cite, « la suppression intégrale de l'exploitation de la femme par l'homme ». Cœur, hein, quand même. Et qui réclame tous les droits sociaux. C'est cette déclaration qui est à l'origine de ce que l'on va retrouver dans le programme Les Jours Heureux du CNR et qui va conduire à la reconnaissance d'un certain nombre des droits sociaux en France. Bon, après, c'est l'histoire de la sécurité sociale, mais là, c'est pareil pour les hommes et les femmes, je ne rentre pas. Quelle heure? Oh, c'est bon, c'est bon. Ça va? Ok, je bois. De l'eau, hein, vous inquiétez pas. Alors, on va passer aux droits des travailleurs et donc, en ce qui nous concerne, des travailleuses. Juste petit point de concept, hein, quelle différence entre ce que j'appelle les droits des travailleurs et travailleuses et les droits sociaux? Les droits sociaux, ils concernent tout le monde. Ils concernent surtout, et ils ont mobilisé dans les luttes, les classes populaires. Mais quand on travaille sur les luttes pour les droits sociaux, on a des ouvriers, des paysans, des employés, des commerçants, et on a tout un tas de petits propriétaires. Les petits propriétaires d'ateliers, voire de petites entreprises, ils se battent pour les droits sociaux, ils y ont intérêt. Alors que ce que j'appelle les droits des travailleurs et des travailleuses, c'est des droits de salariés. Ce n'est pas les mêmes luttes en fait. Alors, les droits des travailleurs et des travailleuses, après, ils profitent à tout le monde. Mais ils ont été menés par des artisans, des artisanes, des ouvriers, des ouvrières, ou des ouvriers et ouvrières agricoles, mais c'est une question plus de rapport au patron, alors que les droits sociaux, c'est une question du rapport à l'État. Ce n'est pas exactement la même chose. Alors, les travailleurs, d'abord industriels, donc hommes comme femmes, se sont battus pour considérer ce qu'ils ont conceptualisé comme leurs droits. Et c'est ça que j'appelle donc les luttes pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Et pour le faire, un peu comme les femmes, je vous le disais tout à l'heure, pour mener un combat, pour mener une mobilisation, pour construire un rapport de force, s'il y a des syndicalistes ici, vous le savez, il faut d'abord pouvoir avoir le droit de s'associer.
Or, le problème, c'est qu'en France, à cause de, alors là, c'est là qu'on va voir si vous suivez, Le Chapelier, je vous en ai parlé au début, ce salaud de Le Chapelier. Eh bien, la France, la Révolution française en 1791 a interdit le droit de se syndiquer, le droit de coalition. Sous le terme de coalition ou de cabale, mais c'est plutôt coalition qu'on se souvient, ont été interdits deux choses, la grève et l'association professionnelle. Donc, accrochez-vous pour vous organiser, pour obtenir quelque chose, quand vous n'avez pas le droit de créer un syndicat ni de faire grève. Alors, je n'ai pas le temps de faire l'histoire longue, mais enthousiasmante, de la lutte des travailleurs et des travailleuses pour arracher le droit de se syndiquer. Ça va être très long, la loi Waldeck-Rousseau en 84, qui est encore très limitée. Vous savez que le droit de syndiquer, il arrive, il n'est pas pour la fonction publique, par exemple. Il n'est pas dans l'entreprise. Enfin, il a fallu 84, 36, 68. Bon, en ce moment, on est en train de s'en prendre plein la gueule pour les droits syndicaux, mais voilà, c'est quelque chose qui a été long sur le papier. Alors, pour les femmes, elles sont concernées parce que la loi Waldeck-Rousseau, qui suit en cela d'ailleurs le code civil napoléonien, interdit, en fait, les femmes mariées n'ont pas le droit de se syndiquer sans l'autorisation de leur mari. Et si une femme est syndiquée et qu'elle se marie, eh bien le mari peut lui interdire de rester dans le syndicat. Ce qui fait que quand on regarde les grèves de 1905, enfin Lucie Beau, toutes ces grandes grèves des porcelainières, etc., toutes les meneuses, toutes les femmes dedans, elles sont toutes ou veuves ou célibataires. Parce que même, là aussi il y a pas mal de travaux là-dessus, même les mecs syndiqués, ils interdisaient à leurs femmes de se syndiquer. Parce que tant qu'à faire, c'était quand même mieux quand elles faisaient la bouffe. Bon, bref, ça c'est arraché en 1920. Alors l'un des premiers droits réclamés par les travailleurs et les travailleuses fin 19e, début 20e, c'est le droit au repos. Ce que Paul Lafargue avait ironiquement appelé le droit à la paresse en 1880. Et Gabriel Attal n'a pas du tout saisi l'ironie en reprenant le terme, parce qu'évidemment, il était ironique, Paul Lafargue, mais bon, en même temps, Gabriel Attal ne brillant pas par son intelligence. Bon, bref, passons. Donc, le début du siècle, c'est vraiment des luttes pour la limitation du temps de travail. Alors, s'agissant de la limitation du temps de travail, on pourra noter que les travailleuses ont obtenu une limitation du temps de travail avant les hommes. En effet, à la fin du XIXe siècle, plusieurs législations ont limité la durée journalière de travail pour les femmes et ont exclu les femmes du travail de nuit. Est-ce que c'est si bien ? C'est compliqué en fait. C'est compliqué, les féministes, notamment les féministes socialistes, se sont divisées sur cette question de la limitation du temps de travail des femmes. Sur le papier, c'est pas mal de travailler moins, forcément. Sur le papier, c'est mieux de ne pas travailler de nuit. Mais ce problème, c'est qu'encore fallait-il que la limitation du temps de travail elle soit à salaire constant. Et ce n'était pas toujours le cas. Alors, l'exemple le plus connu, il est états-unien et pas français, mais il y a des cas aussi en France. En 1911, le Congrès américain, sur le modèle d'autres pays, vote une réduction du temps de travail pour les femmes. Le nombre d'heures de la semaine pour une femme, avant était comme les hommes et elle est amputée de 2 heures. Attention, accrochez-vous, la semaine aux États-Unis à cette époque, c'est 56 heures. Donc là, ça passe à 54. Vous imaginez 54 heures ? Voilà. Mais dans le texte du Congrès américain, c'est sans baisse de salaire. Sauf que des patrons de l'American Woolen Company, qui est à Lawrence, dans le Massachusetts, vous avez vu, je fais l'accent et tout, quand les femmes elles sont allées chercher leur paye, il y avait 2 heures en moins de la semaine. Donc elles ont fait une très grande grève, et cette grève, en fait, vous la connaissez peut-être. En tout cas, vous connaissez son slogan, parce que son slogan, c'est « du pain et des roses ». Ça vient de là, ça vient de cette grève. Ça va embraser toutes les usines de Lawrence, et ça sera une grève très longue, très dure, très sévèrement réprimée, mais le patronat va céder. Et donc, c'est devenu une chanson, Bread and Roses, c'est devenu un slogan qui est resté. Alors, il est expliqué dans
un discours en juin 1912 d'une syndicaliste suffragiste, Rose Schneiderman, et elle dit « Ce que la femme qui travaille veut, c'est le droit de vivre, pas seulement celui d'exister. Le droit à la vie, comme la femme riche a le droit à la vie et au soleil et à la musique et à l'art. L'ouvrière doit avoir du pain, mais elle doit aussi avoir des roses. » Et donc, voilà, ça reviendra. Ken Loach en a fait un film, Du pain et des roses, sur l'exploitation des femmes de ménage mexicaines, encore pour toi Delphine, dans un immeuble à Los Angeles. Puis, c'est un collectif féministe trotskiste argentin qui a repris le nom, Pan y Rosas, et c'est arrivé en France, et maintenant il y a un collectif féministe, dans les manifs vous avez peut-être croisé, le pain et les roses. Donc ça vient de là. Et c'est la question du droit, de la limitation du travail des femmes. Et alors la question du travail de nuit a aussi beaucoup divisé les féministes et les féministes socialistes, parce que certaines y reconnaissaient une amélioration des conditions de travail. Ouais, on ne bossait plus de nuit, mais ça voulait dire des heures de travail qui étaient mieux payées, que l'on privait. On privait les femmes de la possibilité d'heures de travail mieux payées. Donc en fait, ça participait de la baisse des salaires et des revenus des femmes. Qui plus est, quand on regarde les débats des parlementaires en faveur de la limitation l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, ils ne sont pas du tout en mode « ça serait bien, c'est mieux, ça sera plus confortable ». C'est plutôt « ah, les usines la nuit, c'est des lupanards, ça baisse dans tous les coins, alors on va tirer les femmes de là parce que vraiment, à cause de ces grosses salopes ». Mais vraiment, enfin, ils disent pas grosses salopes, mais quasi quoi. Donc en fait, c'est horrible les textes. Enfin, vraiment, ils imaginent qu'il y a une immoralité la nuit dans les usines, que c'est à cause des femmes parce qu'elles ne savent pas se comporter, et que donc, voilà, il faut les enlever des usines. Alors, la belle et longue et magnifique lutte pour la journée de 8 heures a concerné les hommes comme les femmes, et dans la lutte et dans le résultat, donc désolé, j'en parle pas, c'est génial, mais 1er mai, tout ça, c'est pas mon sujet, pas aujourd'hui en tout cas. Idem pour le repos du dimanche. D'ailleurs, c'est marrant, non, aujourd'hui on est le 10 mars. Le 10 mars, c'est, d'ailleurs en plus on est le 10 mars 26, donc c'est l'anniversaire du 10 mars 1906, qui est l'anniversaire de la grande catastrophe de Courrières, qui est un coup de grisou qui a fait un nombre considérable de victimes, et c'est suite à l'énorme grève générale qui a suivi cette grève et le comportement des sociétés minières dans cet accident, que va être reconnu en 1906 le droit au dimanche. Donc, parce que le dimanche était interdit en France, à cause de son anticléricalisme d'ailleurs, mais bon, aussi de son patronalisme, parce que finalement les patrons ils étaient plutôt contents qu'on bosse 8 jours sur 8, on a 8 jours, 7 jours, 7 jours sur 7. Donc, le repos de dimanche 1906, il y a exactement... Quelqu'un sait calculer 120 ans. C'est beau, c'est émouvant. Donc, voilà. Mais là, c'est pareil pour les femmes et les hommes, donc c'est que le dimanche. En revanche, si les hommes et les femmes ont obtenu ce qu'on appelle la semaine anglaise, c'est-à-dire le samedi après-midi en plus du dimanche, c'est grâce aux femmes. Donc au début, alors c'est grâce aux femmes, c'est lesquelles? C'est celles qu'on appelait les midinettes. Ah voilà. Et les munitionnettes, oh c'est choupi mignon une munitionnette alors que ça porte à peu près 1 tonne d'obus par jour. Bref, des petits noms en hêtes pour montrer des conditions de travail, enfin masquer des conditions de travail atroces. Grande grève en 1917, vous avez peut-être déjà entendu parler des grandes grèves de 17. Ah c'est des femmes en fait, c'était pas des hommes, c'était des femmes. Et elles ont arraché le samedi après-midi. Et il y a des journaux qui le disent, que c'est un acquis général pour la classe ouvrière, dont les hommes vont profiter aussi. Le week-end en entier, il faudra attendre la semaine de 40 heures, parce que la semaine de 40 heures, comme depuis 1919, on travaille 8 heures par jour, bah, ça veut dire qu'on a les 2 jours de week-end. Donc ça, c'est... Mais là, les femmes y ont participé et elles l'ont exactement pareil. Pour autant, j'en profite puisque c'est l'anniversaire aussi, c'est une commémoration aussi cette année. Le Front populaire n'a pas été, le terme utilisé en général par les historiennes, par exemple Laure Machut, c'est celle d'une occasion manquée, d'une rencontre ratée entre les droits des femmes et le Front populaire. Le Front populaire n'a rien fait pour le droit de vote. La seule chose, c'est qu'il a levé l'incapacité civile des femmes, ça c'est autre chose. Mais les conventions collectives, très importantes dans l'histoire des droits des travailleurs,
en revanche, ont entériné, sédimenté les inégalités de salaire hommes-femmes. Ça, c'est les travaux de Laure Machut qui le montrent. Ça a été, en fait, bien problématique pour la question des salaires des femmes. Sur ces questions de limitation du temps, je voudrais juste pour terminer évoquer le fait que de nos jours, le travail partiel qui se développe depuis la crise de 70 et qui a été favorisé par une série de législations concerne majoritairement les femmes. 30% des femmes sont à temps partiel contre 6% des hommes. C'est un temps qui est bien plus subi que choisi et qui dit travail partiel, dit salaire partiel, retraite partielle. Et donc là, ça fait partie des choses importantes. Alors, qu'en est-il du droit à la retraite des femmes? Vaste question, le droit à la retraite. Et là, il y a vraiment une approche en termes de genre intéressante à faire. Donc la lutte pour le droit à la retraite, là aussi c'est une lutte super intéressante et pour les femmes c'est assez particulier. Donc tout le 19e siècle, ouvriers et ouvrières se battent pour le droit à la retraite. Ça débouche en 1910 sur une première loi qui a plein de défauts parce que c'est une loi par capitalisation mais qui reconnaissait le droit à la retraite. Elle était dénoncée par la CGT comme la retraite pour les morts, mais elle avait le mérite d'exister. Donc c'était un système par capitalisation financé par des cotisations ouvrières et patronales qui alimentaient des caisses de retraite, publiques ou privées, l'État s'engageant à verser une rente annuelle de 300 francs à chaque retraité à partir de 65 ans. C'est pour ça que la CGT disait retraite pour les morts, parce que l'espérance de vie d'un ouvrier à l'époque, c'était plutôt 62. Donc si vous voulez, bon. Et pour l'avoir, il fallait avoir cotisé 30 ans. Alors les femmes cotisaient moins que les hommes, eu égard aux inégalités salariales, mais elles ne pouvaient toucher cette pension qui restait faible qu'en cas de carrière pleine. Ben oui, sauf que évidemment, comme maintenant d'ailleurs, les carrières pleines pour les femmes, il y en a beaucoup moins que pour les hommes. Donc c'est un problème récurrent des lois sur les retraites qui sont pensées au masculin et qui ne prennent pas en considération les particularités des carrières féminines. Qui plus est, la loi de 1910 ne prévoyait aucune réversion pour les veuves. Alors qu'au début du XXe, ça y est, il y a plus de veuves que d'hommes. Avant, il y avait plus de veufs que de veuves parce que les femmes mouraient tôt en couche. Mais avec les progrès de l'obstétrique, à partir de la fin du XIXe siècle, les femmes vivent beaucoup plus longtemps, c'est toujours le cas maintenant, que les hommes. Donc la question de la réversion, elle est centrale pour quand on réfléchit à la question des retraites au prisme du genre. Bon, de toute façon, ça a capoté cette loi, je ne rentre pas dans les détails ici. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un bouquin, il est là, voilà, bon, bref. Alors, l'instauration de la retraite par répartition, Ambroise Croizat, mon amour, 1945, sur le papier, c'est mieux, mais ça laisse toujours les femmes en situation difficile. Alors, là, il y a une pension de réversion. Mais c'est donc 50% de la pension du décédé. Mais les conditions d'octroi sont très restrictives. C'est à partir de 65 ans, donc si jamais le mari mourait plus tôt, voilà, et à condition que la femme, ça peut concerner l'homme aussi, la réversion ça marche dans l'autre sens, mais structurellement il y avait plus de veuves, à condition que la veuve ou le veuf ne touche lui-même ou elle-même aucune pension personnelle. Donc, si une femme avait une toute petite retraite, elle n'avait pas la réversion. C'est-à-dire que c'est même pire, il valait mieux en avoir 0 pour avoir une réversion que d'en avoir une toute petite où on n'avait plus de réversion. Donc, c'est très inégal. En fait, il a quand même fallu attendre les années 70 et il y a une énorme mobilisation à la fois syndicale, beaucoup de la CFDT notamment. La CFDT était très active sur ces questions des retraites, la CGT aussi, et les féministes à partir des 70, pour que la question féminine soit prise en compte au sujet des retraites. Les syndicats réclamaient la retraite à 55 ans pour les femmes, avec un taux de réversion de 75%. Ils ne l'ont pas eu. Bon, alors, dans les années 70, c'est les lois Boulin. Elles remplacent le calcul de la pension qui était avant sur les 10 dernières années par un calcul sur les 10 meilleures années, pour ne pas pénaliser les assurés qui avaient des carrières dites descendantes. Et de facto, c'est les femmes qui ont beaucoup plus de carrières descendantes que les hommes, donc ça a valorisé, ça a permis de remonter les retraites des femmes. Et créer aussi une assurance vieillesse des mères de famille.
Et aussi reconnu une majoration de durée d'assurance pour les périodes d'éducation des enfants. Tout ça, il faut attendre les années 70. La loi impose aussi une meilleure prise en compte du ou des congés maternité, qui, seulement depuis les années 70, ouvre un droit à la retraite. Avant, ça n'ouvrait pas un droit à la retraite. Le nombre d'enfants entraîne des majorations aussi. 1 an de majoration de durée de cotisation à partir du 3e enfant en 72, à partir du 2e enfant en 75. À partir de 75, possibilité de départ anticipé à 60 ans pour les mères de 3 enfants si elles ont travaillé 30 ans. Et en 77, toutes les femmes qui, à 60 ans, avaient 37 années et demie de cotisation avaient la retraite à taux plein. Donc, en fait, c'est ce qu'il y a eu de mieux en termes de retraite. D'autant que, dans le même temps, des décrets amélioraient enfin la question cruciale des réversions. Moi, je trouve que quand on parle de retraite, on oublie toujours cette question de la réversion, alors qu'elle est très, très importante, cette question de la réversion. Et donc, en 75, on a abaissé l'âge d'ouverture du droit à une pension de réversion à 55 ans, ce qui permet de le toucher plus tôt. Et la réversion qui était à 50% est passée dans les années 80 à 52%, puis à 54%. C'est intéressant parce qu'en fait, toutes ces mesures, elles ont été prises par des gouvernements de droite. Ces mêmes gouvernements qui se refusaient absolument d'abaisser la retraite à 60 ans de tout le monde. C'est des gouvernements de droite qui ont fait ça pour les femmes, mais qui ne l'ont pas fait pour les hommes. Et de fait, ils l'ont fait pétri d'une image très familialiste, en fait. Il s'agit de favoriser la mère, l'épouse, voilà, la femme au foyer, voilà, c'est ça qui est derrière tout ça. C'est pas du tout quelque chose qui a été arraché par les féministes, c'est ça, c'est la difficulté. Et un des rendez-vous manqués qu'il y a eu après, c'est que le féminisme n'a pas rejoint la gauche là-dessus, et on n'a pas pensé l'équivalent à gauche, on aurait pu vraiment aller plus loin, en fait. Alors, oh purée, c'est l'heure. Donc, après, mais je ne vais pas vous en parler, résultat. Puis de toute façon, ça c'est plus connu. Ensuite, il y a les droits qui concernent directement les femmes. Parce que là, je vous ai parlé des droits qui concernent tout le monde, mais en posant la question de leur déclinaison au féminin. C'est les droits, ce qu'on dit les droits reproductifs. C'est les droits à la contraception et à l'IVG. Là, ça concerne les femmes. Bon. Ce que je voudrais juste dire, pour en parler vite fait, c'est que, en général, pour les luttes pour les droits à l'IVG, à la contraception, d'ailleurs plutôt dans l'autre sens, on a d'abord arraché la contraception puis l'IVG, on pense souvent aux luttes des années 1970. Moi, j'insiste sur le fait que ces luttes, elles existent depuis le début du XXe. Les féministes néo-malthusiennes, comme Madeleine Pelletier, Nelly Roussel, Ariely et plein d'autres, ont dès 1900 défendu le droit à la contraception, le droit à l'IVG, le droit à disposer de leur corps. Il y a des textes de Madeleine Pelletier, quand je les lis à mes étudiants et mes étudiantes, ils sont persuadés que c'est les années 1970, c'est 1905. C'est bien plus antérieur. De façon générale, on parle beaucoup de la lutte pour le droit à l'IVG, qui est une très belle lutte, il y a plein de choses, et on oublie la lutte pour le droit à la contraception, alors que la lutte pour le droit à la contraception, elle a été hyper importante. Et c'est dommage pour toutes celles qui se sont battues pour la contraception de l'oublier. La contraception, elle est interdite en France à partir de 1920. Enfin, la seule chose qui était autorisée, c'était le préservatif, à cause de la syphilis. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas vraiment interdit la contraception, on a privé les femmes d'avoir accès à de la contraception et de maîtriser la contraception. D'où l'importance de la pilule qui permettait aux femmes de reprendre le contrôle sur la contraception. Bon, c'est les lois Neuwirth 67. Et sur l'IVG, la loi Veil, elle est... Il y en a parmi vous qui ont vu le film Annie Colère? Il raconte bien ça, le film Annie Colère, c'est-à-dire que la loi Veil, de toute façon, elle n'a plus le choix, comment elle s'appelle, Simone Veil, elle a été d'un courage dingue, enfin, je ne remets pas du tout en cause, mais des femmes avortées en France tous les jours avec les avortements Karman par aspiration. Poniatowski, il dit à Simone Veil, quand il fait la passation de travail, dépêchez-vous de légiférer parce que sinon vous allez arriver à avoir une équipe du MLAC qui pratique un avortement sur votre bureau. Donc voilà, et en fait la loi Veil, elle récupère la question des IVG,
elle interdit ces avortements qui étaient des avortements très sororels. On le voit très bien dans le film. Enfin, je veux dire, les meufs, elles avortaient en se tenant la main, en se soutenant, en parlant de leur corps, en découvrant leur corps. Tout ça, on l'a foutu dans les hôpitaux, sous le contrôle de médecins qui ne traitaient pas toujours très bien les femmes. Donc c'est super la loi Veil, mais enfin, il y a eu des trucs à faire après. Il y a plein d'autres luttes. La lutte contre les commandos anti-VG, elle est aussi, on en parle peu, mais elle est importante. Bref. Je voudrais juste, parce que ça va être l'heure, terminer un tout petit peu par la situation actuelle. Parce que Paul, il m'a dit, il faut terminer par la situation actuelle. Alors, on va terminer par la situation actuelle, parce que moi, j'obéis beaucoup, pas aux hommes, mais aux gens qui m'invitent, même si c'est des hommes. Alors que, a priori, j'ai pas envie, parce que c'est des hommes, mais là, comme c'est des gens qui m'invitent, alors je fais comme on me dit de faire. Donc, les droits des femmes, l'égalité femmes-hommes en matière de droits est aujourd'hui encore très inégale dans le monde, très menacée. Bon, l'exemple immédiat est bien triste, et celui du droit à l'IVG. On a connu il y a quelques années les avancées en Argentine, en Irlande, et on s'est félicité avec nos sœurs d'Irlande et d'Argentine. Et puis voilà, recul états-unien, menace en Italie. Bref, je vais parler de chez nous après. Les politiques néolibérales menacent et pénalisent beaucoup plus les femmes que les hommes. C'est à chaque fois démontré par les économistes, les sociologues, toutes les réformes, les contre-réformes, ils appellent ça des réformes, mais c'est des contre-réformes, ça a été montré sur la retraite, sont beaucoup plus pénalisantes pour les femmes que pour les hommes. Mais surtout, la montée des extrêmes droites font évidemment craindre profondément sur la question des droits des femmes. Alors, le RN, depuis quelques années, n'affiche plus un discours ouvertement opposé des droits des femmes, parce que sinon, ils ont du mal à dépasser ce qu'on appelle le gender gap, donc le fait que les femmes ne votent pas pour l'extrême droite, parce qu'elles ont conscience que leurs droits seraient remis en cause. Donc, le RN a un petit peu changé. Zemmour, lui, par contre, c'est très clair, lui, il continue à avoir un discours très contre les femmes. Zemmour, il refuse de reconnaître aux femmes le droit au travail. Il est pour la valorisation des femmes au foyer, voilà. Il est fou. Ouais, sauf que le problème, c'est que... Ouais. De façon générale, les extrêmes droites défendent des conditions très très traditionnelles qui s'opposent aux droits des femmes. Alors, le RN, par exemple, ne dit plus qu'il est contre le droit au travail des femmes, mais il dit que les femmes doivent avoir, ouvrez les guillemets, la liberté de ne pas travailler, fermez les guillemets. Voilà. Et ils défendent le revenu pour les femmes au foyer, ce qui, voilà, ils usent d'arguments fallacieux disant que ça permettrait de réduire le chômage, ce qui repose sur une corrélation fausse entre emploi féminin et chômage, tout aussi fausse, soit dit en passant, contre immigration et chômage, puisque les femmes n'occupent pas les mêmes emplois que les hommes, donc de toute façon, même si elles n'occupaient pas leurs emplois, ce n'est pas des hommes qui occupaient les emplois qu'occupent les femmes. Le RN défend aussi, ouvrez les guillemets, la liberté de choisir la répartition du congé parental. Alors là, gros foutage de gueule, puisqu'on sait bien que ce n'est pas un choix libre et qu'en général, dans ce cas-là, c'est les femmes qui se retrouvent à prendre les congés parentaux. Il faut que ce soit obligatoire pour les deux et c'est comme ça que c'est égal. Donc, en gros, depuis les années 80 jusqu'à nos jours, à chaque fois qu'il est loisible d'observer les votes du Front National puis du Rassemblement National, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Parlement européen ou dans les conseils municipaux, pensez-y en votant la semaine prochaine, le Rassemblement National, enfin, j'ai pas de doute si vous êtes ici en général, il s'oppose avec constance à la totalité des textes qui promeuvent l'égalité femmes-hommes, mais systématiquement. Il n'y a pas une seule voix du RN en faveur d'un texte qui soit en faveur. Au mieux, ils ne votent pas. Mieux, c'est l'abstention. Mais tout ce qui concerne la mise en place d'un meilleur accès à la contraception, d'un meilleur accès à l'avortement, tout ce qui concerne la lutte contre les stéréotypes de genre, tout ce qui concerne la condamnation des violences faites aux femmes, ne concerne pas le Rassemblement national. Quand au Parlement européen, ils ont proposé de faire une formation à tous les députés pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes à l'Assemblée, les seuls qui ne sont pas allés à la formation, ce sont les députés européens d'extrême droite. Et surtout, mais je ne vous l'apprends pas, l'extrême droite, en France comme ailleurs, instrumentalise depuis quelques années son féminisme au service, enfin le féminisme, ce qu'il appelle le féminisme, au service du racisme. C'est-à-dire qu'ils reprennent les revendications féministes, du moins les termes des revendications féministes,
ou des luttes contre les violences sexuelles, mais uniquement au service de discours racistes. Ce qui fait que paradoxalement, ils ont profité de la vague MeToo. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. En effet, l'extrême droite, c'est le cas de Némésis, dénonce les violences faites aux femmes uniquement pour viser l'immigration et pour dire que les femmes ne seraient victimes que de violences sexistes et sexuelles de la part des immigrants. En revanche, ces mêmes groupes, comme Némésis, ne disent pas un mot du système patriarcal occidental. Là, rien du tout. Et Zemmour, qui n'a que ça aussi à la bouche, le même, est accusé par un grand nombre de femmes de violences sexuelles. Ajoutez à ça, et moi ça m'inquiète très fortement, la petite musique nataliste que l'on commence à entendre très clairement et qui même a sorti, c'était la petite musique au début, maintenant c'est les grosses percussions avec le réarmement démographique de Macron. Toute politique nataliste, historiquement, c'est toujours retourné contre les droits des femmes. Alors là, il n'y a pas de doute là-dessus. Bref, j'ai fait 1 heure, comme il a dit. Ah ben mon téléphone, il s'est éteint. Ah ben zut. Ah voilà. Donc c'est bon. Je terminerai juste en disant que Simone de Beauvoir disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique. » En fait, c'est pas elle qui l'a dit, mais ça colle, allez. Mais en fait, on ne sait pas, enfin, c'est pas écrit. C'est quelqu'un qui dit qu'elle l'a dit. Donc, voilà. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Eh bien, moi, je terminerai pour ne pas vous laisser sur cette note pessimiste. N'oubliez jamais qu'il suffira que les droits des femmes, et en général les droits humains, soient remis en question pour que des foules d'hommes et de femmes se dressent pour les défendre. Ces droits doivent être conquis et défendus. Vous devez rester combattant, combattante toute votre vie durant. Merci.